C'est une belle histoire édifiante. Et puis arrive le diable. Charismatique, controversé, parfois considéré comme un paria de la justice moderne, Maître Jacques Vergès demeure une figure énigmatique et polarisante du monde juridique. Plongeons dans l'histoire d'un avocat légendaire qui a choisi de défendre certains des accusés les plus controversés de l'histoire. Né en 1925 en Thaïlande, fils d'un médecin français et d'une mère vietnamienne, il s'est fait un nom en embrassant des causes qui semblaient indéfendables. De la lutte pour l'indépendance de l'Algérie à la défense de figures telles que Klaus Barbie et Carlos le Chacal, sa stratégie de rupture a révolutionné les salles d'audience et suscité de vives réactions dans l'opinion publique. Pour moi, c'est pas un avocat Vergès. L'avocat est un masque. Pourquoi choisir des clients aussi controversés? Quelles étaient ses motivations? Et quel héritage laisse-t-il aujourd'hui dans la société? Télédroit explore aujourd'hui comme jamais la vie, les procès, ses stratégies de défense les plus audacieuses et les philosophies de Jacques Vergès. Qui est l'homme derrière la légende, souvent surnommé l'avocat du diable? Était-il un défenseur des opprimés ou simplement un provocateur cherchant à défier le système? Dites-nous en commentaire quel prochain avocat vous souhaiteriez voir sur la chaîne. Jacques Vergès, né en Thaïlande, de mère vietnamienne et de père réunionnais. À la mort de sa mère survenue alors qu'il a 3 ans, il est élevé par sa tante à La Réunion. Après la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle il s'engage dans la résistance française, Vergès se dirige vers des études de droit à Paris. Je me suis inscrit tard au barreau de Paris après des études de lettres, de langues orientales. Je me suis inscrit en 55. J'avais 30 ans. Donc je ne suis pas un adolescent, mais je ne suis pas non plus quelqu'un de très avancé en âge. C'est là qu'il se lie à des mouvements anticolonialistes, notamment lors de la guerre d'Algérie, un conflit qui marquera le début de sa carrière controversée. Son engagement prend une tournure décisive lorsqu'il décide de représenter Djamila Bouhired, une combattante de la liberté algérienne accusée par les autorités françaises. Sa défense passionnée lui vaudra la reconnaissance, mais aussi le mépris de nombreux acteurs de la société. Sa plaidoirie pour Bouhired devient un combat où s'affrontent 2 visions du monde, celle de la colonisation et celle de la libération. Vergès ne se contente pas de défendre une femme, il défend une cause. La méthode Vergès et sa rhétorique flamboyante lui attirent à la fois admiration et hostilité. Il devient un symbole de la lutte contre l'oppression, tout en suscitant des interrogations sur ses véritables motivations. Alors que Vergès gagnait en notoriété grâce à ses défenses audacieuses, il élabora une méthode qui deviendra sa marque de fabrique, la stratégie de la rupture. La stratégie de la rupture n'est pas seulement une tactique de défense, c'est une forme de combat politique. Vergès choisissait de retourner l'accusation contre l'accusateur, souvent en mettant en lumière les injustices et les hypocrisies du système lui-même. En utilisant cette méthode, il transformait chaque procès en un théâtre, où les débats juridiques se mêlaient à des critiques sociales et politiques. Cela ne visait pas seulement à défendre son client, mais à questionner profondément les fondements de la justice et de la loi. Un des cas les plus emblématiques de l'utilisation de cette stratégie fut le procès de Klaus Barbie, le boucher de Lyon. Je dirais pour cela, à propos du procès Barbie, que pour un observateur impartial, mais y a-t-il beaucoup d'observateurs impartials? Les horreurs ne se situent jamais dans un seul camp. Toutes les parties prenantes à un conflit en commettent. Les uns beaucoup, les autres beaucoup moins. Mais c'est le vainqueur qui a écrit l'histoire. C'est le vainqueur qui
qui instruit le dossier, qui notifie et distribue les chefs d'inculpation. Cela doit être dit, ce n'est offensant pour personne. Vergès ne se contentait pas de défendre Barbie sur le plan légal. Il utilisait le procès pour critiquer les actions de la France pendant et après la Seconde Guerre mondiale, remettant en question la moralité de la nation. Et les opinions sur l'éthique de sa stratégie sont partagées. Certains y voient une manipulation géniale des failles du système, tandis que d'autres critiquent Vergès pour avoir transformé des procès sérieux en spectacle médiatique. Quel que soit le jugement porté sur sa méthode, il est indéniable que Jacques Vergès a laissé une empreinte indélébile sur la pratique du droit. Ses clients, des figures parmi les plus décriées du siècle dernier, chacun apportant son lot de controverses et de débats éthiques. En 1987, le monde assiste médusé au procès de Klaus Barbie, l'ancien officier SS surnommé le Boucher de Lyon pour ses crimes pendant la Seconde Guerre mondiale. Vergès choisit de le représenter, en utilisant sa célèbre stratégie pour pointer du doigt les contradictions et les oublis de l'histoire officielle. La défense de Barbie par Vergès suscite une onde de choc dans le monde entier, provoquant une réflexion profonde sur la justice, la mémoire et la morale. Le procès devient un miroir tendu à la société, reflétant les zones d'ombre de l'histoire. Quelques années plus tard, Vergès défend Carlos le Chacal, accusé d'être l'un des terroristes les plus dangereux du XXe siècle. Et là encore, il ne se contente pas de défendre un homme. Il utilise le tribunal comme une tribune pour critiquer les interventions étrangères des puissances occidentales. Vergès, en choisissant de représenter ses accusés, force le public à confronter des vérités inconfortables et à remettre en question leurs propres préjugés. Ses choix en tant qu'avocat soulèvent des questions essentielles. Jusqu'où un avocat peut-il aller dans la défense de son client? Et quelle place pour la morale dans la salle d'audience? Alors que nous avons parcouru les méthodes, les procès et les controverses de Maître Vergès, il est temps de réfléchir à l'héritage qu'il laisse derrière lui. Un héritage complexe qui continue de provoquer admiration et débat. Un jour, quelqu'un m'a dit, est-ce que vous défendriez Hitler? J'ai dit, mais je défendrai même Bush. Et on m'a dit, mais à quelles conditions? J'ai dit, à condition qu'il plaide coupable. Jacques Vergès a indéniablement marqué le monde juridique, influençant des générations d'avocats. Certains voient en lui un modèle de courage et d'innovation. Vous savez que chez Vergès, quand vous alliez dans son cabinet, il y avait toujours une partie en cours. D'autres, marqués par son côté sulfureux. Je suis allé chez Jacques Vergès pas mal de fois avant son décès. Quand on rentrait chez Jacques Vergès, il y avait des photos de lui avec Pol Pot, donc dictateur khmer, génocidaire. Lui avec Mao Tse-tung. Oui. Donc quand même un peu assez impressionnant. Hein, on peut penser ce qu'on veut parler de la Chine, mais voilà. Et puis il y avait lui avec Marlon Brando, parce qu'il avait défendu Cheyenne Brando, la fille de Marlon Brando, qui avait été accusée d'avoir tué son compagnon à Papeete, en Polynésie. Donc Jacques Vergès avait plaidé à la cour d'assises de Papeete pour Cheyenne Brando, et donc Marlon Brando qui avait payé les honoraires. Ils avaient fait une photo ensemble, donc Pol Pot, Mao Tse-tung et Marlon Brando. Avocat, intellectuel et énigmatique jusqu'au bout, Vergès a laissé derrière lui autant de questions que de réponses. Son retrait mystérieux de la scène publique entre 1970 et 1978 reste l'un des plus grands mystères de sa vie. Où était-il? Que faisait-il? Ces questions continuent d'alimenter les spéculations et les théories, chacune ajoutant à la légende de l'homme qu'il était. Vergès lui-même a rarement abordé ses années d'absence, se contentant de sourires énigmatiques ou de réponses évasives, laissant planer le mystère. Les débats qu'il a suscités sont loin d'être résolus et continueront encore longtemps à provoquer la réflexion sur la justice et la rédemption.